Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce séminaire en ligne organisé par le LASPAT, le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je me nomme Abissi Meheza, je suis étudiant en Master 2 en énergie renouvelable et efficacité énergétique à l'École polytechnique de Thiès. Et je travaille sur des solutions énergétiques pour une meilleure intégration de la mobilité verte. Alors, le LASPAT œuvre à nourrir la réflexion scientifique et publique sur des grands enjeux contemporains afin d'identifier des solutions concrètes adaptées à nos réalités africaines. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un enjeu stratégique qui se situe à la croisée de l'énergie et des transports. En effet, le secteur des transports représente une part importante de la pollution environnementale, notamment à travers le transport routier. Donc, le transport routier à lui seul représente plus de 90% de ces émissions. Et ceci sans compter la nuisance sonore que nous avons à travers les bruits que les moteurs à combustion interne émettent. Également, un réchauffement direct à travers la dissipation thermique. Parce que notez que plus de 70% de l'énergie dans les moteurs à combustion thermique sont dissipés directement en chaleur. Donc, cela contribue au réchauffement climatique. Face à cela, le Sénégal s'engage progressivement dans une dynamique de transition vers une mobilité plus durable avec des initiatives concrètes comme le BRT, le bus rapide transit 100% électrique que nous avons, également le TER qui est en cours de déploiement, et aussi des initiatives, des projets concrets de déploiement d'envergure d'une flotte électrique à l'horizon 2030. Mais cette transition soulève une question essentielle. Comment déployer la mobilité électrique sans infrastructure de recharge adaptée? Nous sommes tous conscients que sans réseau de recharge fiable, accessible et performant, la mobilité électrique ne peut véritablement se développer. Alors, c'est dans ce contexte que s'inscrit notre réflexion d'aujourd'hui. Déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Quelle stratégie pour notre pays, le Sénégal? Pour nous accompagner dans cette analyse, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Ibrahim Ka. Il est enseignant-chercheur, professeur associé au département de génie électromécanique. Il est également coordonnateur académique du master interuniversitaire à l'École polytechnique de Thiès et aussi coordonnateur de l'équipe de recherche EMA. Ainsi, le professeur Ibrahim Ka est un expert dans le domaine des systèmes énergétiques et des technologies appliquées à la transition énergétique. Bonjour, professeur. Bon, merci, professeur, pour avoir répondu à notre invitation ce matin. Monsieur Mohamed, j'espère que vous me recevez. Monsieur oui, Mohamed. Oui, on vous reçoit. Ok. Le professeur peut-être un peu aussi. Son micro est fermé. Son micro est fermé. Professeur, si vous nous entendez, essayez d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ah, il est là. Vous nous entendez, professeur K? Oui, je vous entends. Super. Merci. C'est bon.
Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Et sans plus tarder, nous allons laisser la parole au professeur Ibrahim Kar pour nous entretenir sur ce sujet au bout de 45 minutes, et après quoi nous aurons l'occasion d'apporter nos contributions et aussi de poser des questions. Et j'espère que à travers ce séminaire, nous aurons des solutions concrètes pour un meilleur déploiement des infrastructures de recharge électrique des voitures électriques. Alors, professeur, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Abissi. Vous m'entendez? Oui, ça va. C'est bon. Allô, vous m'entendez? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, ça va. Ah, désolé, je pense qu'il y a quelques soucis de connectivité. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, c'est bon, ça va. Ok, d'accord. On vous reçoit. Partage juste la présentation d'abord. C'est bon, vous voyez l'écran de présentation? Oui, parfait. Ok. Bon, d'abord, merci beaucoup à Abissi et à toute l'équipe du laboratoire LASPAD pour l'invitation du moins. Je pense que c'est très important de pouvoir nous offrir en fait ce cadre d'échange et surtout ce cadre de vulgarisation des différents axes de recherche sur lesquels nous travaillons au sein de nos laboratoires. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce séminaire aujourd'hui avec l'objectif derrière de présenter des résultats de recherche dans un écosystème qui est en lien avec la mobilité électrique au Sénégal, donc dans le cadre de la transition vers la mobilité électrique. C'est vraiment un domaine sur lequel l'école polytechnique de Thiès où je travaille et l'équipe de recherche énergie, matériaux, mécanique aérospatiale que j'ai le plaisir de coordonner intervient depuis certains temps. Et donc, du coup, c'est des travaux qui sont importants à vulgariser parce qu'in fine, ils sont destinés à la communauté, ils sont destinés aux décideurs politiques qui ont le pouvoir en fait d'impacter sur la trajectoire par rapport à la transition sur la mobilité électrique. L'infrastructure de recharge, de manière générale, est très importante sur cette transition-là parce que c'est un des facteurs déterminants sur la manière dont cette transition va se faire sur du court, moyen et long terme. Donc, encore une fois, merci beaucoup et je vais essayer sur le temps qui m'est réparti de présenter des résultats, mais aussi de susciter des échanges et de récupérer surtout aussi des inputs et des feedbacks de manière générale qui nous permettront également d'avancer sur les travaux que nous menons. Donc, sur la thématique, en fait, l'agenda que j'ai souhaité proposer pour, on va dire, animer cette session, c'est d'abord, en fait, présenter le contexte de l'écosystème de l'électromobilité, que ce soit au Sénégal, mais d'abord, en fait, au plan international. Ensuite, nous allons introduire quelques notions qui sont importantes à comprendre par rapport à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, avant d'aborder le point le plus important de cette session, qui est un peu une exploration des stratégies ou une proposition de stratégie de déploiement au niveau national. Donc, en attaquant la question d'abord sur l'angle de la demande et des cas d'usage, ensuite sur une présentation des typologies de stations qu'il est possible d'utiliser et sur une approche par corridor qui consiste à identifier de manière générale 7 axes d'électrification qui peuvent être en fait utilisés pour impulser le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Et nous allons terminer par essayer de se projeter en fait sur un phasage d'ici 2030 et aussi sur un modèle économique et un modèle de gouvernance qui permettront de réussir en fait ce déploiement-là. Et en dernier, je présenterai rapidement quelques indicateurs qui peuvent être utiles et un plan d'action avant peut-être de passer à une séance importante d'échange en fait avec des questions, des réponses et éventuellement des suggestions que nous pourrons intégrer. Donc ça, c'est globalement le plan qui est proposé en fait.
lors de cette séance. Maintenant, avant de commencer, je voudrais, d'une manière générale, allô, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Ah, d'accord, Oui. c'est bon, merci. Super. Donc, avant de commencer, je fais souvent, en fait, ce qu'on va appeler un disclaimer pour clarifier surtout que, comme je l'ai tantôt souligné, nous menons des travaux de recherche et les résultats qui sont présentés, c'est issu de ces travaux de recherche qui sont toujours en cours. Et en recherche, on n'est jamais sûr à 100% en fait, stabilité sur lesquelles nous sommes. À chaque fois, on est obligé de mettre à jour à partir des données d'entrée. Donc, il faut garder en tête que c'est une perspective de recherche. Tout ce qui est recommandation, analyse, n'est pas en soi une position officielle figée. Donc, c'est vraiment des résultats de recherche que nous allons chercher toujours à améliorer sur le Le deuxième point, c'est que cette présentation-là a un âge pour récupérer aussi des inputs de petites questions qui seront posées et on va voir en live les réponses de l'audience qui permettraient d'en prendre compte. Sur l'écosystème, on va d'abord commencer par regarder un peu ce qui se fait au niveau mondial, en fait, sur le marché, avant de regarder sur la partie Sénégal et sur le réseau électrique. Donc, au niveau mondial, en fait, depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a une tendance, en fait, de croissance du taux de pénétration des véhicules électriques, en fait, sur le marché. Donc, en 2024, on avait plus de 20% des ventes de voitures neuves au niveau mondial qui étaient, en fait, des véhicules électriques. Et ce marché-là, en fait, il est tiré par des pays comme la Chine, en fait, suivi par l'Union européenne et les États-Unis. Donc, on a une croissance exponentielle et cette croissance-là va continuer dans les années à venir. Et en 2025, on devrait dépasser les 20 millions de véhicules neufs qui sont des véhicules électriques. Maintenant, sur le marché africain et sénégalais, cette tendance-là est respectée, mais à des échelles qui sont beaucoup plus faibles. Néanmoins, en fait, la transition, elle est de se passer dans les pays, les pays du tiers-monde ou les pays du Sud, en fait, même si les volumes ne sont pas les mêmes, en fait, on a cette croissance du taux de pénétration des véhicules électriques et le Sénégal n'échappe pas aussi à cette tendance. Donc, à partir de là, on peut aussi voir que au niveau des types de véhicules qui sont concernés, en majorité, on a des bus et des deux roues ou des tricycles qui sont en fait en majorité qui occupent la part la plus importante des véhicules électriques. Et ça s'explique principalement par le fait que pour les deux roues et les tricycles, en fait, la barrière financière à l'entrée est beaucoup plus faible. Donc, en fait, l'investissement qui est demandé pour l'acquisition est beaucoup plus faible, ce qui permet à un certain nombre de gens de pouvoir acquérir ces systèmes-là sans problème. Pour les bus, c'est plutôt, en fait, on va dire des systèmes avec une grande capacité en termes de nombre de personnes qui peuvent transporter, ce qui fait qu'ils sont plutôt adaptés pour les systèmes de mobilité, par exemple. Donc ça permet des métropoles, en fait, d'avoir des systèmes de transport électrique comme le BRT qui permettent, en fait, la transition vers la mobilité électrique. Donc, cadre un peu plus près à ce qui se passe au Sénégal, on a en fait depuis 2024 un certain nombre de projets phares qui sont des projets pilotes en fait qui ont permis de pousser en fait la transition vers la mobilité électrique. Le premier projet qui est en fait le BRT a représenté en fait une étape importante en étant le premier système BRT 100% électrique en Afrique avec un système de 121 bus articulés qui a été dimensionné sur un corridor de 18 km avec 23 stations et qui est aussi dimensionné pour pouvoir transporter jusqu'à 300 000 usagers par jour. Actuellement, les chiffres sont beaucoup plus bas que cette capacité. Je pense que ce système-là, en fait,
permet d'avoir déjà des impacts positifs, d'abord en termes de création d'emplois, bien évidemment, mais aussi sur le côté environnemental avec, on va dire, un impact sur les émissions de CO2 qui sont conservées avec une équivalence de 260 000 voitures à essence sur 30 ans ou sur une année, ce qui permet à noter que c'est des bus de fabrication chinoise avec chacune une batterie d'environ 563 kWh avec un système de charge qui a été conçu et géré par une compagnie allemande. Ce qui est intéressant sur le BRT aussi, c'est le modèle économique qui est derrière. Ça a été un exemple de partenariat public-privé où on va retrouver un groupement français, Meridiam, qui détient 70%, et aussi l'État du Sénégal qui est représenté par le fonds 6 à hauteur de 30% dans l'entreprise qui est Dakar Mobilité, qui est chargée en fait de la gestion de la flotte du BRT. À côté, on a le train régional express, le TER, qui est aussi un autre système de transport électrique qui a été déployé au Sénégal et qui est en train de se projeter d'abord vers l'AIBD, normalement. D'ici les JOJ, on devrait avoir en fait la desserte qui est ouverte, mais aussi on a une... C'est bon. Oui, c'est bon, parfait. Ok, bon, on va prier que la connectivité puisse être suffisamment stable pour aller au bout. Donc, je disais que sur la partie secteur privé, on a quand même des initiatives intéressantes, notamment avec deux startups qui ont été pionnières en fait dans le déploiement des systèmes de mobilité électrique au Sénégal. Il y a d'abord la société Green Mobility Sénégal qui a permis en fait de mettre sur le marché une flotte d'à peu près une centaine de véhicules électriques berlines et aussi progressivement des vannes pour le transport, pour les particuliers aussi. En passant par des plateformes comme Yango Sénégal, cette entreprise aussi, elle intervient dans les infrastructures de recharge avec une branche qui s'appelle Connect, avec une installation de bornes de recharge rapide en ville. Actuellement, au niveau de Dakar, ils ont deux sites de recharge au niveau de Sacré-Cœur et de Dalifort. Et ils sont en train de voir en fait comment se déployer au fur et à mesure au niveau des réseaux, notamment à Thiès. À côté, on a une autre startup qui s'appelle By Mobility, qui est dans la mobilité électrique, mais aussi en tant que fintech, qui cherche en fait au fur et à mesure à aller vers le remplacement en fait des systèmes de vieux taxis qu'on avait à Dakar qui sont plutôt polluants. Donc c'est un modèle économique qui est sur du lease, donc de la location-vente en fait, qui permet aux chauffeurs de taxi au fur et à mesure en fait de changer leur véhicule sur une période de 3 ans avec un impact financier significatif pour eux dans la mesure où ils arrivent à augmenter leurs économies, voire à tripler leurs revenus mensuels. Donc, on a en fait ces deux initiatives qui sont représentatives de l'écosystème privé qui ont commencé déjà à poser des jalons pour développer un marché autour de la mobilité électrique au Sénégal. Maintenant, sur la partie réseau électrique, quand on regarde, on a, on va dire, une compagnie gestionnaire du réseau qui est la Sénélec, qui assure un peu, en fait, le fonctionnement au niveau de la production, du transport et de la distribution de l'électricité. Maintenant, quelques chiffres intéressants au niveau de la Sénélec, c'est surtout la capacité de production avec une pointe maximale en 2024 qui atteint 1 terawatt, de l'énergie disponible en fait aussi qui est autour de 7,4 à peu près terawatt-heure et aussi une croissance annuelle de plus de 12,9% de la demande. Le prix de vente en moyenne est autour de 127 francs avec un prix de 103 francs au niveau de la haute tension et en MT autour de 137 francs CFA. Donc ces chiffres-là, en fait, ils montrent un peu l'état du réseau en termes de capacité de production, en termes de dynamique de croissance et aussi en termes de prix de vente de l'électricité. Un autre élément important, c'est quand on regarde au plus près le mix énergétique, on voit qu'en fait, on repose principalement sur une production d'origine thermique à hauteur de 71%. Néanmoins, en fait, tout ce qui est renouvelable, hydro-solaire, en fait,
et autour de globalement 30%, en fait, avec le solaire qui est à 22%, porté plutôt par des producteurs indépendants qui sont de plus en plus nombreux, en fait, sur le secteur. Et les producteurs indépendants, globalement, concentrent à eux seuls près de 80% de la production de l'énergie qui est injectée sur le réseau. Maintenant, quand on regarde sur la qualité de service, qui est aussi important par rapport à notre infrastructure de recharge, le réseau présente un rendement global autour de 80%, 81%. Donc, on a des pertes quand même qui sont pas négligeables, en fait, avec environ 19%. Maintenant, deux paramètres importants, c'est le CDI qui est en fait la durée moyenne de coupure par client par année. On a une durée moyenne reportée en 2024 de 6h40. La fréquence des coupures aussi est représentée par le paramètre CFI qui est à 9,12 à peu près coupures par client par année. Et on a quand même une quantité importante d'énergie produite non distribuée qui est à peu près 14 gigawattheures. Donc ces paramètres de qualité de service, on va voir, vont avoir après un impact sur, on va dire, l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Un point important à noter, c'est que la Sénélec est quand même dans une dynamique d'investissement importante à l'horizon 2027 avec une prévision de 1666 milliards de francs CFA qui doivent être injectés en priorité sur le réseau de distribution, ensuite sur le réseau de transport et sur le réseau de production. Ça aussi, c'est un élément important pour l'infrastructure de recharge. Donc, quand on regarde ces données-là, en fait, sous l'angle des infrastructures de recharge, on peut déceler deux aspects. Il y a d'abord les contraintes et aussi les opportunités. En termes de contraintes, on voit qu'en fait, le réseau est déjà sous tension avec une pointe qui est relativement importante et c'est une pointe qui est en croissance. Donc, on imagine bien que quand on va rajouter l'infrastructure de charge, on va venir mettre plus ce réseau-là sous tension, ce qui peut être aussi problématique. Deuxième élément, c'est les pertes sur le réseau qui sont autour de 19%. Donc, on a un réseau où les pertes, en fait, sont déjà importantes. Rajouter l'infrastructure, ça veut dire qu'on va aller vers une croissance ou une augmentation de ce nombre. Le CDI à 6h40, il est simple en termes de contraintes parce qu'à chaque fois qu'il y a coupure, nos bornes de recharge, théoriquement, ne seront pas disponibles pour être utilisées. Et ça, c'est quand même une problématique importante à gérer. Un autre aspect, c'est que la capacité en termes de puissance des bornes d'ici, par exemple, à 50 kW est équivalente, grosso modo, en fait, à la pointe d'un quartier résidentiel. Donc, ça veut dire que quand on mettra une borne de recharge dans un quartier résidentiel, la borne à elle seule, en fait, représente une charge de pointe dans le système d'alimentation électrique de ce quartier. Un autre point à noter, c'est qu'il y a pas mal de projets industriels qui sont déjà en cours ou qui sont visés, qui déjà absorbe une partie importante en fait de la production du réseau en dehors de l'infrastructure de recharge. Ça veut dire qu'il y a quand même de la concurrence entre guillemets par rapport à ces projets industriels-là. Néanmoins, en termes d'opportunités, on peut noter que l'augmentation de la capacité qui est prévue, qui va aller vers à peu près 740 MW d'ici 2027, c'est quand même une marge dans laquelle en fait l'infrastructure de recharge pourra venir taper pour s'alimenter. L'infrastructure de recharge aussi pourra bénéficier du système de smart charging pour se placer sur des niches en fait où la demande n'est pas importante, notamment les heures creuses pendant la nuit. Et ça, c'est un avantage aussi pour le réseau parce que ça permettra de venir lisser en fait la courbe de charge du réseau. Un autre élément, c'est que dans l'infrastructure de recharge, on peut aller vers un couplage solaire-stockage. Et ça permet de présenter l'infrastructure comme étant une charge flexible pour le réseau. Du moment où on a une autre source complémentaire, le solaire, on a la possibilité de faire du stockage. Ça veut dire que derrière, on a aussi la possibilité d'être en appoint en cas de besoin au niveau du réseau. Autre point important, c'est qu'on a déjà un système avec une infrastructure de recharge importante, c'est le BRT qui est déjà connecté et qui marche pas mal. Donc du coup, ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable en fait sur notre réseau. Le BRT a été dimensionné pour 65 GWh, même si actuellement ça fonctionne à des niveaux de puissance beaucoup plus faibles que prévu.
Sur le long terme, on a les technologies véhicules to grid qui sont aussi des éléments qui permettent d'utiliser en fait notre infrastructure de recharge comme un système de stockage distribué pour le réseau. Et ça peut être pas mal comme avantage en fait de l'infrastructure. Donc sur cette partie-là, on peut déjà en fait dégager un certain nombre de points de recommandation. Le premier étant bien sûr que le déploiement de l'infrastructure doit être planifié en fait dès le début en concordance avec le réseau, donc avec la Sénélec. Parce qu'à chaque fois qu'on viendra se connecter sur le réseau, il faut par exemple que que le poste source puisse être dimensionné pour supporter l'infrastructure qu'on va intégrer. Deuxième élément, le smart charging doit être obligatoire pour placer en fait notre demande en fait sur les heures creuses et éviter les pics qui sont naturellement entre 18h et 21h. Un autre élément de recommandation, c'est comme on a dit, il faut coupler l'infrastructure de recharge avec le solaire et le stockage, surtout sur les hubs importants qui peuvent peser lourd en fait sur notre réseau. Et le dernier élément, c'est le prix. Au niveau de la Sénélec, il faudrait qu'on ait une politique en fait de tarification du moins incitative pour pousser les gens à utiliser en fait les systèmes de recharge sur les heures creuses, donc à des tarifs qui sont relativement plus faibles que les tarifs appliqués actuellement. Donc, globalement, sur le réseau, on voit qu'on a les opportunités, on a la possibilité de déployer de l'infrastructure à condition qu'on prenne en compte un certain nombre de contraintes et qu'on anticipe en fait sur l'impact de notre infrastructure sur le réseau de la Sénélec. Maintenant, on va passer sur une partie où on va parler de l'infrastructure de recharge en soi, mais sur des aspects plutôt, on va dire contexte de base, parce qu'il faut qu'on comprenne bien en fait de quoi on parle quand on fait référence à l'infrastructure de recharge. Donc, je vais balayer un certain nombre de concepts sur les véhicules électriques, les modes de charge, l'architecture des réseaux et les enjeux qui sont liés à ces infrastructures. Donc, d'abord sur les véhicules électriques. De manière simple, quand on va parler de véhicules électriques ou de voitures électriques, on va plutôt faire référence à un véhicule dont le système de propulsion utilise en fait un moteur électrique et ce moteur-là, il est alimenté par de l'énergie électrique qui est stockée dans des batteries, ces batteries-là étant des batteries rechargeables. Donc, quand on a ce système-là, automatiquement, on a un véhicule électrique qu'on doit recharger, d'où la nécessité d'avoir l'infrastructure de recharge derrière. On peut grosso modo trouver trois catégories. Les véhicules électriques à batterie, donc on a un moteur électrique, on a un pack de batterie qui vient alimenter ce moteur électrique et nous, on va recharger le pack de batterie. On peut avoir les véhicules hybrides rechargeables. Ces véhicules-là, en fait, vont embarquer un moteur thermique, un moteur électrique. Le moteur thermique, il est alimenté de manière classique avec l'essence, le gasoil, etc. Et le moteur électrique va être alimenté par un pack de batterie. Et nous, c'est ce pack de batterie-là qu'on va venir recharger. À côté, on va avoir les véhicules hybrides classiques non rechargeables. C'est-à-dire que c'est des véhicules dans lesquels on a un moteur électrique, un moteur thermique, un pack de batterie, on a un réservoir pour l'essence ou le gasoil, et c'est en fait le moteur thermique qui va être utilisé pour recharger le pack de batterie, donc en fonctionnement génératrice, par exemple, sur des phases de freinage. Donc, ces types de véhicules-là, en fait, ne nécessitent pas d'infrastructure de recharge électrique parce qu'ils dépendent 100% du réservoir de gasoil ou d'essence qui est embarqué. Donc, c'est les deux premiers, les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides rechargeables, qui auront besoin, en fait, d'avoir une infrastructure de recharge dédiée. Maintenant, sur la recharge en tant que telle, comment elle va se passer? Naturellement, on va avoir différents modes de recharge en fonction de la puissance qui est nécessaire et en fonction du type de véhicule aussi qui est concerné. De manière standard, ils sont souvent classifiés en trois modes, mode 1 à mode 4. Le mode 1, mode 3 étant en fait un système de recharge avec une alimentation en courant alternatif, le mode 4 en courant continu. Donc, sur le mode 1, par exemple, on va avoir des puissances qui vont tourner autour de 2,3 kW EFI. C'est comme si on avait une charge domestique normale qu'on va venir brancher sur une prise classique qu'on a chez nous. Ensuite, le mode 2, on a une puissance aussi qui est à peu près similaire autour de 2,3 kW, mais c'est un système dans lequel on va avoir en fait un adaptateur ou en fait un système, on va dire, de conversion ou d'adaptation entre la prise domestique qu'on a et le véhicule électrique. Donc, c'est comme nos ordinateurs, on a besoin d'un chargeur qui est dédié à l'ordinateur.
Ensuite, le mode 3, on va passer sur des puissances de 3,7 à 22 kilowatts. Et ici, dans ce cas, on a besoin d'avoir un chargeur en soi, que ce soit un chargeur sur pied ou un chargeur mural, mais qui va toujours délivrer du AC à nos véhicules. Et le dernier mode, le DC, c'est souvent du fast charging à des puissances importantes de 22 kilowatts à 350 kilowatts, voire plus, où on a un système en fait dédié qui va venir produire en fait la puissance, l'énergie nécessaire pour charger les batteries. Maintenant, ce qui va distinguer les différents modes de recharge, c'est aussi la durée qui est nécessaire en fait pour recharger un véhicule électrique. Sur le tableau d'en bas, on voit que pour un véhicule électrique d'une batterie de 40 kilowatts, selon le mode de recharge, le temps nécessaire ne sera pas le même. Si on le recharge en mode 1, monophasé, 2,3 kWh, il faudra en mode 1 et 2 à peu près 18 heures, donc presque toute une journée ou un jour pour recharger à 100%. Et si on recharge 30 minutes, en fait, on gagne que 3% de capacité qui est injectée dans la batterie. Alors que si on utilise du recharge d'ici, on va venir en fait vers des temps qui sont beaucoup plus courts, entre 10 et 20 minutes. Et au bout de 30 minutes, on est sûr qu'on sera à 100% de notre batterie avec des systèmes triphasés, puissance 100 kg jusqu'à 350 kW. Donc, on voit bien qu'en fait, le mode va définir en fait le temps de charge, va définir aussi le lieu où on peut utiliser ce type en fait de système de recharge. Donc, c'est des paramètres importants dans notre infrastructure. Sorry. Donc, les lieux classiques où on va retrouver les systèmes de recharge vont dépendre aussi, on va dire, des modes de recharge. Très souvent, on peut retrouver des bornes de recharge en résidentiel, c'est-à-dire chez nous, quand on possède un véhicule électrique, naturellement, on a tendance à vouloir installer une borne ici à domicile. On peut retrouver ça aussi dans les bâtiments de bureaux, les entreprises, les administrations, etc., ce qui nous permet de recharger notre batterie pendant qu'on va travailler et on a suffisamment de temps pour le faire parce que toute la journée, comme on a vu tout à l'heure, on peut laisser le véhicule branché et recharger tranquillement. On peut aussi avoir les parkings publics, les hôtels qui sont à peu près sur les mêmes modes de fonctionnement. Sur des lieux où on va passer de manière intermittente, comme la grande distribution dans les hypermarchés, les centres commerciaux. On peut avoir aussi les stations d'autoroute, les centres-villes, les gares, des systèmes de recharge, mais cette fois-ci, c'est des systèmes de recharge qui doivent être relativement rapides parce qu'on ne passe pas forcément beaucoup de temps sur ces lieux-là. À côté, on peut avoir la flotte, les charges dédiées à des flottes, comme par exemple le BRT avec un dépôt où la recharge peut s'effectuer. Les privés comme Green Mobility, My Mobility, qui ont des lieux de recharge dédiés également pour leur flotte. Donc, grosso modo, c'est dans ces différents endroits-là que notre infrastructure de recharge doit pouvoir en fait se déployer. Donc, un autre point important, c'est que aussi, quand on parle de l'infrastructure de recharge, on voit la borne, on voit le réseau, donc l'infrastructure va se trouver entre les deux. Et souvent, c'est une installation électrique basse tension privée qui est mise pour interconnecter les deux et c'est un champ qui est normalisé. Donc, il y a des normes qui définissent en fait comment on doit faire cette installation-là. Au niveau de la Commission électrotech internationale, c'est la norme 60364 qui définit en fait comment on peut, en fonction des modes de recharge, faire cette installation. Donc, ça, c'est aussi un élément qu'il faudrait tenir en compte. Et donc, en fonction de ce qu'on veut faire en fait en termes de recharge, entre le réseau, on va avoir une structure qui va être déployée. Cette structure-là va amener, on va dire, à partir du réseau, on va avoir des jeux de barres, on va avoir des transformateurs, on va avoir des systèmes de conversion, des systèmes de protection. La borne en elle-même, si c'est une borne fast charging en DC, elle va naturellement incorporer un système de conversion AC-DC, DC-AC. Donc, tous ces éléments-là vont se retrouver sur l'infrastructure de recharge. Maintenant, quand on le regarde en termes de nombre, ça veut dire que plus on va déployer de l'infrastructure de recharge, plus on va déployer des points de recharge, plus on va avoir une infrastructure qui va in fine en fait se raccorder au réseau. Donc le réseau, il voit toute l'infrastructure et plus on le multiplie, plus cette infrastructure-là va, on va dire, être complexifiée et avoir en fait un impact sur le réseau. Donc tout ça pour dire que
quand on va parler de l'infrastructure de recharge, on ne déploie pas en fait des bornes isolées, mais c'est une infrastructure. C'est pas une infrastructure de recharge uniquement, mais aussi une infrastructure de service, parce que c'est pas juste l'énergie, mais il y a aussi les données. On va le voir plus tard, mais il y a aussi la question de la mobilité, donc la localisation en fait de cette infrastructure-là. Donc c'est globalement un réseau critique qui va incorporer tous ces éléments-là. Et du coup, le risque premier qu'on a, c'est que s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de politique, on va se retrouver dans un système de déploiement opportuniste. C'est-à-dire chacun va déployer, entre guillemets, comme il veut et quand il veut. Et du coup, ça va donner un réseau non coordonné avec des usages qui sont plutôt faibles et qui peut créer en fait des problèmes, des incidents d'ordre technique qui vont se retrouver sur le réseau. Donc, in fine, il faudrait vérifier à assurer en fait une cohérence dans notre infrastructure de recharge pour créer de la confiance, c'est-à-dire que le réseau doit être organisé de manière à ce que la disponibilité soit suffisante pour les utilisateurs, avec une couverture aussi qui est cohérente sur des corridors prédéfinis et un coût via le smart charging qui est supportable pour tous les acteurs. Et l'interopérabilité entre ces systèmes-là est primordiale, c'est-à-dire on doit veiller à ce que les systèmes qui soient déployés puissent en fait, dans une certaine mesure, être standardisés pour communiquer et échanger des données. Parce que chacun, en fait, peut déployer une technologie différente dans son coin, mais ça risque de créer des problématiques in fine sur l'utilisation et la sécurité aussi est importante du point de vue électrique par rapport à ces installations comme c'est imposé par la norme. Donc, on arrive à la fin à peu près de l'aspect, on va dire, technique, grosso modo brossé. C'est plus complexe que cela, mais je pense que en gardant ces éléments en tête, on peut maintenant parler de la stratégie en tant que telle qu'on peut utiliser. Maintenant, une première fenêtre qu'on peut regarder, c'est d'abord, en fait, essayer de voir ce qui se passe au niveau international, c'est-à-dire en termes d'infrastructure de recharge. Et donc, dans ce cadre-là, je propose juste qu'on regarde rapidement trois pays de référence, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. Dans ces pays-là, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, on peut voir que, par exemple, sur le nombre de bornes publiques qui sont déployées, on a la Chine qui est en avant avec à peu près 4,8 millions de bornes. Après, la Corée du Sud a à peu près 250 000 et les États-Unis 200 000 bornes. Les taux de pénétration aussi reflètent en fait le nombre de bornes. En Chine, on est autour de 49% des ventes en 2024, 9% pour la Corée du Sud et 10% pour les États-Unis. Le modèle de financement aussi important par rapport à l'infrastructure de recharge. La Chine avait une approche où en fait il y a à peu près une subvention de l'État et des constructeurs de véhicules électriques qui couvraient à peu près 30% de l'installation. En Corée du Sud, c'est l'État et aussi la société gestionnaire du réseau qui s'appelle KEPCO, qui permettait aussi de couvrir 50% des coûts d'installation, par exemple des bornes d'ici. Aux États-Unis, il y a un programme fédéral avec un financement de 7,5 milliards de dollars qui était dédié en fait au déploiement des bornes et aussi il y a surtout l'investissement privé de Tesla qui a porté en fait le déploiement de ces bornes. Les stratégies adoptées, c'est souvent des stratégies sur des corridors identifiés, les autoroutes qui sont à 90% couvertes au niveau de la Chine. On a aussi les autoroutes en Corée du Sud avec les villes denses et aux États-Unis, c'est les corridors interstate qui ont été en priorité ciblés pour le déploiement. Les technologies aussi ont été choisies pour être sur des technologies plutôt smart à chaque fois, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, le déploiement de l'interopérabilité, les données et la supervision à temps réel. Maintenant, ces modèles-là ont aussi des contraintes, donc des défis. En Chine, par exemple, une des problématiques, c'était le taux d'utilisation qui était relativement faible, inférieur à 10%. Compte tenu du nombre énorme d'infrastructures qui a été déployé, on s'est retrouvé dans une situation où une partie n'était pas forcément utilisée ou était sous-utilisée. En Corée du Sud, la problématique, c'était plutôt une concentration autour de Séoul, ce qui créait en fait des déserts de recharge dans les zones rurales. Et aux États-Unis, un problème récurrent, c'était plus par rapport à la lourdeur au niveau de la bureaucratie pour dérouler le programme. Le programme a été lancé en 2021. En 2025, avril 2025, c'était uniquement 384 bornes qui ont été déployées, ce qui montre que c'était un taux de déploiement qui était très très faible, donc très très lent.
Et heureusement que l'initiative privée avec Tesla a permis de couvrir le reste pour avoir en fait un taux de déploiement qui est considérable. Donc, quand on regarde à la lumière de l'expérience de ces trois pays-là, on peut se poser la question de ce que le Sénégal peut apprendre en fait par rapport à cette situation. Quand on regarde le cas de la Chine, on a la nécessité de subventionner l'infrastructure au lieu de subventionner l'achat de véhicules électriques. Parce que c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on va donner de l'argent aux gens pour qu'ils achètent des véhicules électriques ou est-ce qu'on va subventionner l'installation? La Chine a montré que c'est mieux de subventionner l'infrastructure de recharge et l'acquisition des véhicules électriques va naturellement suivre si l'infrastructure est disponible et utilisable. La Chine aussi a impliqué les constructeurs dès le début. C'est pas juste l'État, c'est les constructeurs de véhicules électriques qui ont permis de porter le déploiement de l'infrastructure. Les tarifs aussi ont été subventionnés pour être compétitifs sur les heures creuses. Et aussi, il y a de la concurrence qui est créée entre les CPO, donc les opérateurs de recharge, en fait, ont dû concurrencer. Donc, c'est un marché sur lequel chacun essaie de se positionner avec les meilleurs tarifs possibles. Et la couverture a été donnée en priorité, en fait, aux autoroutes de manière à couvrir ces corridors d'abord. La Corée du Sud, elle a rajouté, en fait, des obligations au niveau de la construction des immeubles neufs. Donc, à chaque construction neuve, la loi obligeait d'avoir 7 à 10% de la surface qui est dédiée pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Elle a aussi utilisé en fait le smart charging qui est obligatoire, l'interopérabilité avec une carte unique qui est utilisable en fait quel que soit l'opérateur de recharge. Et aussi, il y a des contraintes fortes au niveau du service level agreement, c'est-à-dire de la qualité de service qui est fournie au niveau de l'infrastructure de recharge avec des sanctions si les objectifs n'étaient pas atteints. Aux États-Unis, il y a un programme qui a fixé les objectifs, le nombre de bornes d'ici 150 kW à installer. Par contre, il faut éviter les lourdeurs administratives avec une organisation qui n'a pas permis d'atteindre les objectifs en un temps record et surtout souligner le rôle clé joué par le secteur privé. Tesla a géré 60%, le déploiement de 60% du réseau d'ici et aussi il y a la standardisation au niveau des connecteurs qui a été aussi implémentée. Donc, le Sénégal doit pouvoir combiner l'approche corridor en Chine, la réglementation en Corée et le partenariat public-privé pour pouvoir impulser sa stratégie. Maintenant, désolé, je vais juste modifier juste quelque chose. À ce stade-là, je pense que j'ai perdu le partage, désolé. Désolé, juste un instant, je repartage la présentation. Okay, désolé pour ce contretemps. Ça marche. Allez-y. C'est bon, je suis revenu. Voilà, parfait, c'est bon. Ok. Désolé pour les soucis. Donc là, je vais passer rapidement parce que, en fait, l'objectif, c'était de présenter un peu les cas d'usage et peut-être de faire un petit sondage pour voir quels sont les usages qui devaient être prioritaires. Quand on va regarder, en fait, les cas d'usage possibles par rapport à notre infrastructure de recharge, on peut identifier 4 aspects pour la demande. Il y a d'abord ce qu'on va appeler les flottes captives, donc tout ce qui est bus, les services de logistique, les flottes administratives. On peut avoir aussi les taxis et VTC qui sont aussi des services privés comme Green Mobility, Mbaye Mobility. On a les particuliers et on a tout ce qui est transit et fret. Donc, ce qui est plus important, en fait, sur les segments où on va avoir beaucoup de poids lourds qui vont transiter. Donc, chacun de ces segments-là, en fait, va impliquer, on va dire, une puissance à installer, un choix de lieu, là où se déroule l'activité, et un modèle économique qui est différent. Donc, la question, c'était de savoir, en fait, grosso modo, quel segment il faut, on va dire, prioriser quand il s'agit du déploiement de l'infrastructure. Donc, quand on va regarder, quand on va regarder cette section-là, de manière générale, l'infrastructure va nécessiter le déploiement de bornes. Les stations qu'on peut viser, on en a présenté 3.
c'est soit les stations AC avec une puissance qui va varier entre 7 et 22 kW, les stations DC 50-150 kW et les stations DC au-delà de 150 kW. Donc, les premiers, c'est tout ce qui est fonction de destination, par exemple dans les bureaux, les hôtels, en résidentiel, donc sur des charges lentes, longue durée. Le DC, c'est les hubs urbains et les corridors, par exemple, dans les sites de recharge des flottes de taxis VTC, où on n'a pas suffisamment de temps, où on a besoin d'avoir une recharge rapide, et sur des corridors qui sont relativement utilisés. On peut avoir aussi les DC 150 kW+, sur des hubs majeurs, en fait, et des sites de fret où on a des poids lourds avec des puissances qui sont relativement importantes. Quand on adopte cette typologie, on peut espérer couvrir environ 90% des usages sur un temps relativement court d'ici 2030. Mais il faudrait respecter un certain nombre de règles techniques comme l'interopérabilité, comme le service level agreement, donc la disponibilité et la maintenance des pièces, la sécurité électrique, la supervision et le smart charging. Donc, ces critères techniques-là permettent de s'adosser à ces typologies pour faciliter le déploiement. Abissi, je suis dans les temps où... Oui, bon, vu qu'on avait eu quelques contraintes du réseau, ok. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, pour revenir sur la stratégie, donc, on a fait le choix de présenter l'approche par corridor. Et cette approche-là, elle consiste à planifier, à déployer l'infrastructure le long des axes de mobilité qui sont structurants, qui sont vraiment importants, donc les autoroutes, les routes nationales, liaisons logistiques et touristiques, plutôt que de faire un choix par ville et au coup par coup. C'est-à-dire, on a une logique de structuration le long des axes de mobilité. On va aussi raisonner en termes de continuité de déplacement. On va identifier les origines, les destinations, et entre les deux, on va voir quels sont les nœuds importants pour faire un maillage qui garantisse qu'un véhicule électrique va pouvoir circuler en fait sans rupture de charge. Et pour ce faire, on peut utiliser une méthodologie en 4 étapes. D'abord, il faut avoir des mesures de flux, de la saisonnalité et des contraintes. Donc, sur un corridor, on doit regarder quel est le volume en fait de flux, quelle est la saisonnalité, quelles sont les contraintes sur le temps de parcours, la congestion. 2, il faut regarder le positionnement des stations sur des nœuds, identifier des villes pivots, les péages, les gares routières, etc. 3, définir aussi une règle d'espacement, quelle est la distance entre 2 points de recharge, et de redondance également, pour ne pas dépendre d'une seule station de recharge. Et 4, c'est faire le choix de la typologie et aussi contractualiser en fait l'exploitation. Donc, avec un opérateur de recharge, identifier quel est le service level agreement, la maintenance, la supervision, etc. Donc, ces 4 étapes-là devraient permettre d'avoir au moins une approche de définition en fait de l'infrastructure qu'on peut exploiter. Maintenant, pour en venir rapidement aux corridors qu'on a identifiés, pour les présenter de manière rapide sur un peu la carte du Sénégal, je vais revenir un peu sur les données plus tard qui ont permis de faire ce choix-là. Donc, je vais juste présenter les corridors dans un premier temps. Le premier corridor important, c'est celui qu'on a appelé le corridor ouest, en fait, qui va permettre de relier Dakar, Thiès et Mbour avec un hub important au niveau de l'aéroport international de Dakar, donc qui est à peu près centralisé au milieu de ce corridor-là et qui va permettre d'avoir en fait une organisation dispatchée sur ces 3 localités pivots. Donc, et quand on part de Dakar, on a la possibilité d'avoir l'autoroute à péage A1, la nationale 1 et la nationale 2 qui permettent de desservir en fait ces villes-là. Donc, on a ce premier corridor qui peut être intéressant. Le second corridor, c'est le corridor en fait religieux. Donc, c'est un corridor qui est important, qui part de Dakar, Thiès, Diourbel jusqu'à Touba, qu'on va voir qui a des caractéristiques importantes, avec surtout des pics à des moments prédéfinis. Naturellement, lors du Magal de Touba, on a un corridor qui est exploité avec un flux très élevé. Le corridor 3, rapidement, c'est le corridor Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis. Donc, le corridor nord qui est aussi sur un axe, on va dire, élevé avec, en fait, une sensibilité touristique, mais aussi avec des poids lourds qui l'utilisent, en fait, pour le transit. Le corridor 4, c'est le corridor fleuve, en fait, qui va partir de Saint-Louis, Diama, Richard Toll, Podor et Matam. Donc, qui va venir aussi offrir un axe régional, en fait, de circulation par rapport à nos véhicules électriques.
Le corridor 5, c'est ce qu'on a appelé le corridor ouest-est, qui va partir de Dakar en fait, et qui va permettre de rallier Kidira à la frontière malienne en passant par Kaolack, Tambacounda, et qui va traverser le centre du Sénégal. En fait, c'est un corridor qui est important, parce qu'en réalité, il va relier le port autonome de Dakar jusqu'au Mali, en fait, en termes de transit de fret du moins. Le corridor 6, c'est le corridor sud-ouest qui va aussi faire une liaison régionale entre Tambacounda et Kédougou avec un transit important. Il ne faut pas oublier qu'on est à Kédougou dans une zone minière, en fait, avec un transit de poids lourd qui peut aussi être intéressant. Le dernier corridor, c'est le corridor sud qui va en fait faire le lien entre Kaolack, Kolda et Ziguinchor en passant par la Transgambienne, donc qui va venir desservir en fait cette zone sud. Donc, la question qu'on peut se poser par rapport à ces 7 corridors-là, c'est dans le déploiement de nos infrastructures de recherche, quels sont ou quel est le corridor qu'on doit prioriser en fait en premier. D'habitude, on en choisit 2, un corridor urbain à forte demande et un corridor fret transit qui peut être aussi important à électrifier. Donc, quand on regarde pour synthétiser sur les 7 corridors, on a le corridor ouest Dakar-Thiès, AIBD Mbour, le corridor religieux Dakar-Thiès, Diourbel-Touba, le corridor nord Dakar-Thiès, Louga-Saint-Louis, le C4 fleuve Saint-Louis, Richard Toll, Podor, Matam, le C5 ouest-est qui va faire Dakar-Kaolack, Tambacounda, Kidira, le C6 sud-est, Tamba, Kédougou et le C7 Kaolack, Kolda et Ziguinchor. Donc, on a un maillage à l'horizon 2030 qui peut être intéressant au niveau national en termes d'électrification. Maintenant, pour revenir aux données, ces corridors-là, en fait, ils ont été choisis ou proposés de manière générale, en fait, en passant sur d'abord le flux, qui peut être élevé ou moyen en fonction du corridor qui est considéré. Et bon, souvent, c'est des données, on va dire, relativement publiques, même si c'est des données à affiner en fonction de l'accessibilité. Donc, sur le tableau-là, on a l'origine des principales sources qu'on a utilisées et on va regarder par exemple le taux moyen journalier annuel d'utilisation, le pourcentage de poids lourd qui va passer, est-ce que c'est une route nationale, est-ce que c'est un péage, et on va prioriser. Et après, on définit également le type d'infrastructures de recharge qui peuvent être adaptées en fait à ce type de corridor. Donc, en termes de priorité, quand on regarde, on voit bien que pour nous, ce qui est proposé, d'abord, c'est en priorité le corridor C1 ouest, ensuite le corridor ouest-est qui peuvent être utilisés. Et quand on regarde ces corridors-là sur les tableaux en bas, on voit que le corridor C1 ouest, en fait, en termes de déplacement, rien que dans la zone de Dakar, c'est 9 millions en fait de déplacements minimum par jour. Et ça, c'est des données de décembre 2022 avec un débit horaire important de 2527 véhicules par heure par axe. Et on a un niveau de saturation à 22% sur les heures de pointe. On a l'autoroute à péage qui est utilisée autour de 27 918 véhicules par jour. Donc, on voit que ça, c'est une zone urbaine très dense avec une circulation importante et qui peut être en fait le nœud en fait de départ du déploiement de notre infrastructure de recharge. Le corridor ouest-est, c'est vraiment un corridor de transit. Et on voit qu'en fait, sur ce corridor-là, principalement, on a un trafic en termes de poids lourds à environ 400 poids lourds par jour depuis 2020. Donc, notamment, ces chiffres-là ont évolué en augmentation et c'est surtout utilisé pour un transit de marchandises entre le Sénégal et le Mali. Donc, c'est vraiment un transit de fret qui peut être intéressant à considérer. Maintenant, sur le phasage rapidement, on s'est donné comme objectif pour dire qu'on peut faire un phasage d'ici 2030. Maintenant, sur ce phasage-là, la première phase consiste à électrifier une zone pilote et 2 corridors qu'on a identifiés, les corridors C1 et C5, avec une flotte captive. Dans la zone urbaine, c'est plutôt des bus et dans le corridor de transit, c'est la logistique avec des poids lourds. Ensuite, on a aussi des bornes ici pour les destinations dans cette zone-là, avec des objectifs en termes de nombre d'opérateurs de charge et nombre de providers de services, c'est-à-dire de sociétés dédiées au service de l'électromobilité, avec une disponibilité qui doit être supérieure à 95%. La phase 2, entre 2028 et 2029, elle peut servir
à élargir la couverture nationale sur ces 7 corridors et à développer en fait les hubs régionaux pour qu'ils puissent être opérationnels et à vérifier en fait l'interopérabilité entre les différentes stations et viser un taux d'utilisation qui est supérieur à 15%. La dernière phase, qui est la phase 3, c'est plutôt une phase d'optimisation où on va venir chercher à déployer le smart charging, à lancer des projets pilotes V2G et aussi à monter en puissance et surtout à aller vers l'équilibre financier des opérateurs de charge. Maintenant, cette montée en puissance, avec ces phases-là, elle va passer, par exemple, au début de 2 corridors à 7 corridors, plus tard avec le smart charging, le taux d'utilisation de 5 à 10% vers plus de 25% à l'horizon 2030. Maintenant, le phasage, c'est, comme on l'a dit, l'idée de faire en sorte que les CAPEX qui sont immobilisés soient limités, c'est-à-dire que l'investissement soit ciblé et que on suive la croissance de la demande. Donc, chaque phase, elle est validée avant, elle valide le modèle avant de passer à l'échelle. Donc, on a vraiment l'option pilote qu'on va, en fait, mettre à l'échelle au fur et à mesure. Maintenant, pour finir rapidement sur l'étude financière, on peut aussi regarder, en fait, qu'est-ce que ça va donner, en fait, en fonction des types de bornes. Quel est le coût, en fait, du déploiement de l'infrastructure de recharge par type de borne. Les bornes ici 722, les bornes d'ici entre 50 et 150 kWh et kilowatts du moins, et les bornes d'ici plus de 150 kW. Quand on regarde les CAPEX, grosso modo, en fait, pour une borne ici simple, on peut tourner autour de 4 millions de francs CFA d'investissement, 45 millions pour les d'ici 50-150 et plus de 90 millions pour les 150 plus. Le coût d'achat qui est de l'énergie auprès de la Sénélec, elle est importante. Donc, on a noté tout à l'heure en moyenne 127, 137 quand on est en MT, 103 quand on est en HT. L'OPEX, donc les frais opérationnels annuels qui peuvent aussi varier, et le tarif de revente recommandé, parce qu'in fine, l'opérateur de charge va revendre en fait de l'électricité sur la base du kilowattheure qui est consommé. Pour le AC, on peut tabler sur 200-250 francs CFA, 250-300 pour le 150-150 et 300-350 pour le plus de 150 kW. Et le retour sur investissement qu'on a estimé, en fait, il est de 3 ans pour le AC, 4 ans pour le DC et environ 5 ans pour les 150 plus. Maintenant, il faut remarquer qu'en fait, sur le AC, le CAPEX est relativement faible, donc le ROI peut être rapide, et ça, c'est idéal pour le maillage de base, en fait, sur un volume élevé avec des risques qui sont plutôt faibles. Sur le DC 50-150, on a un CAPEX moyen, 45 000 sur 4 ans si on est bien positionné, et c'est essentiel pour la confiance des usagers sur les corridors. Sur l'autoroute à péage, moi, je ne vais pas faire rouler mon véhicule si je ne suis pas sûr que j'ai en fait un système de recharge qui est fiable et qui est disponible. Maintenant, on a des seuils critiques quand on est en dessous de 10%. On se rend compte qu'en fait, seules les bornes ici sont rentables, d'où l'importance de faire un phasage pour suivre en fait l'évolution de la demande. Parce que déployer en masse, c'est intéressant, mais si on déploie en masse alors que la demande ne suit pas ou n'est pas encore à ce niveau de maturité-là, on peut avoir des problématiques qui peuvent être dédiées. Je voulais juste prendre une minute pour présenter juste en fait un petit outil de calcul. Désolé, Abicien, je prends juste une minute pour switcher sur mon écran par rapport à ça. Ok, s'il faut bien. Donc, je repartage mon écran, si vous permettez. Ok. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok, donc c'était juste par rapport à l'analyse ou l'étude financière qui était présentée tout à l'heure. Donc, on a des paramètres importants qui interviennent dans cette analyse financière, notamment le tarif de vente, comme je l'ai dit tout à l'heure, par kilowattheure et le taux d'utilisation. Derrière, on va pouvoir, en fait, en fonction des paramètres, des coûts d'installation, de raccordement au réseau, du CAPEX, de la puissance moyenne et de l'OPEX, et aussi du coût d'achat, pour chaque type de borne, pouvoir simuler un peu quel est le revenu net annuel qu'on peut espérer et quelle est aussi en fait la durée sur le retour sur investissement. Donc ça peut être utile pour faire varier en fait
ces paramètres-là et aussi voir en fait en fonction du taux d'utilisation quel est l'impact que ça a sur notre module financier. Donc ça c'est bon, théoriquement aussi à perfectionner et à améliorer, mais ça peut être intéressant déjà d'avoir une vision financière, on va dire rapide sur l'impact en fait des investissements et sur le niveau d'investissement qui est nécessaire. Donc je repasse juste sur le slide. Maintenant, pour passer aussi sur la préconisation en fait en termes de modèle économique. Donc, il faut voir que de modèle de gouvernance plus ou moins, il faut voir que sur l'infrastructure de recherche, on a plusieurs acteurs qui vont intervenir. Et pour nous, l'idée, c'est de proposer en fait une organisation en 5 couches. Donc, en commençant par le bas, on a les utilisateurs qui sont identifiés, que ce soit les flottes captives, les taxis VTC et les particuliers. Et ces utilisateurs-là vont bénéficier en fait de l'infrastructure de recherche qui existe. Donc, cette infrastructure de recherche qui existe, c'est elle qui va être déployée sur le terrain. Maintenant, côté gestion, on va avoir 3 acteurs principaux qui vont intervenir ou qui vont agir sur cette infrastructure de recherche. D'abord, il y a le gestionnaire du réseau électrique qui est la Sénélec, qui va gérer tout ce qui est lié au raccordement, à la capacité du réseau smart charging et aussi au système de délestage si nécessaire. À côté, on a le CPO qui est le Charging Point Operator, donc l'opérateur de charge, qui va assurer en fait l'exploitation des bornes, qui va gérer la maintenance, qui va assurer le niveau de service et qui va gérer aussi la supervision de l'infrastructure de recharge. Et à côté, on a les services, les providers de services de mobilité électrique qui peuvent utiliser, assurer en fait la gestion des systèmes de paiement, développer des applications qui sont orientées utilisateurs, gérer l'échange de données entre les différents systèmes, etc. Donc ces 3 niveaux-là vont collaborer en fait par rapport à l'infrastructure de recharge. Et derrière, on va avoir une organisation préconisée qui va s'appuyer sur un partenariat public-privé, en fait, qui va associer à la fois les agences étatiques et aussi le secteur privé dans la gestion du foncier public, dans l'investissement qui doit notamment venir du privé et aussi dans la définition des obligations de service qui vont être assignées aux intervenants en fait dans la couche d'en bas. Au-dessus de ça, on a besoin d'avoir en fait au niveau de l'État un régulateur qui va gérer tout ce qui est lié au pilotage stratégique, on va dire, de cette infrastructure-là, qui va aussi définir le cadre réglementaire et qui va aussi assurer les orientations par rapport à la gestion du foncier. Donc, c'est, à notre avis, ces différents niveaux-là vont permettre d'avoir en fait une organisation, un écosystème qui est organisé avec des rôles qui sont définis et aussi avec des obligations qui vont permettre en fait sur le long terme d'avoir en fait une infrastructure qui est fonctionnelle et qui permet d'atteindre les objectifs en termes de déploiement et de transition sur la mobilité électrique. Maintenant, dernier élément, c'était juste pour finir sur tout ce qui est KPI et plan d'action. Donc, je l'ai déjà dit, on identifie en fait 3 phases. Une première phase pilote avec 2 corridors, une deuxième phase pour aller vers la couverture nationale et une troisième phase pour l'optimisation. En termes de plan d'action, sur le court terme, on va dire sur ce qui est urgent, il y a la nécessité en fait de développer un cadre réglementaire par rapport aux infrastructures de recharge des véhicules électriques. Donc ce cadre réglementaire, c'est vraiment la brique de base en fait qui va permettre de construire les autres éléments parce que on ne sait pas jusqu'à présent au Sénégal quelles sont les contraintes réglementaires, comment s'organise le secteur. Et ça, je pense qu'il y a des initiatives à saluer qui sont prises par la Sénélec, le ministère de l'Énergie, le CETUD pour essayer de définir ce cadre réglementaire-là. On a aussi la possibilité de lancer déjà présent en fait les projets pilotes sur les corridors qui sont identifiés, ce qui permet d'anticiper en fait sur la mise en place de l'infrastructure qui va servir à tester en fait le déploiement de manière générale. Sur le moyen terme, il y a besoin aussi de commencer à réfléchir sur les normes techniques nationales parce que quand on fait le benchmarking, on voit qu'à l'international, chaque pays ou chaque grand ensemble a défini clairement les normes qui s'appliquent sur son territoire,
non seulement sur les véhicules électriques, mais aussi sur l'infrastructure de recharge pour qu'on puisse savoir, par exemple, quand on va importer, quel type de chargeur on doit importer, quel type de connecteur va être utilisé sur le territoire national. Donc, cette normalisation, elle est indispensable. Et il faut penser aussi à des fonds pour financer le raccordement à des corridors qui sont non rentables. Le déploiement de l'infrastructure de recharge, le déploiement de la mobilité électrique doit aussi reposer sur un principe d'équité et d'inclusion. Il y a des zones au Sénégal où on doit pouvoir déployer ces infrastructures-là, mais on sait que, en fait, ces zones ne sont pas des zones financièrement rentables et donc, du coup, il faut avoir un support fort de l'État pour pouvoir arriver à couvrir ces zones-là. Et sur le long terme, la problématique des données, elle doit être intégrée dès à présent parce que sur l'infrastructure, le nœud, le cœur du système, ça va être les données qui sont produites, qui sont utilisées. Et il faudrait qu'elles puissent être centralisées à un niveau national, qu'il y ait de la transparence surtout sur l'utilisation et le partage de ces données-là. L'intégration du véhicule to grid qui permet aussi d'anticiper sur cette technologie-là pour servir également de support pour le réseau. Et également penser déjà à une interconnexion sous-régionale. Dans l'exemple du corridor de transit avec le Mali, le véhicule électrique ne s'arrête pas à la frontière du Sénégal. Il doit pouvoir continuer au Mali et donc du coup, il faudrait qu'il y ait une infrastructure de recharge qui puisse permettre d'aller à un niveau sous-régional. Donc je pense que ces actions-là sont à garder en tête en fait en termes de plan d'action sur du court, moyen et long terme. Donc, je pense que c'est le dernier slide par rapport à ce qu'on a voulu présenter ici. On présente juste les références qu'on a globalement utilisées en termes de sources d'information, tout en vous remerciant et je m'excuse encore une fois de plus par rapport aux soucis de connexion qui sont posés pendant cette présentation, en espérant qu'au moins tout a pu être présenté de manière claire. Je reste naturellement disponible pour les échanges, questions-réponses ou toute recommandation qui pourra être utile en fait dans le cadre de ce travail-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation vraiment qui est très riche en informations. Particulièrement, moi, je vois que tout a été fait. Le plan d'action, tout, la méthodologie est là. Donc, il ne reste que le déploiement. Parce que tout ce qui a été présenté ici, je pense que c'est complet, en fait, pour que nous puissions avancer sur la mise en œuvre. Alors, ça a été un peu long à cause des perturbations de connexion, mais je vais essayer de reprendre quelques points clés de la présentation, après quoi nous pourrons ouvrir les échanges pour les participants. Alors, le professeur nous a commencé par présenter le contexte général sur le plan mondial, général, et après il est revenu au Sénégal et nous dire exactement ce qui est en train d'être fait à travers le BRT qui est là et que nous utilisons chaque jour, c'est-à-dire c'est réel et aussi qui nous sert. Et également le BRT est géré par, en quelque sorte, est public. Et il y a aussi à côté des initiatives privées qui sont en train de se battre pas mal pour pouvoir mettre en place une plateforme de mobilité électrique verte. Nous avons le Green Mobility et Mbaye Mobility qui ils sont en train de faire un travail remarquable. Également, nous avons le professeur est revenu dans le contexte, dans le cadre du déploiement. Avant de nous parler du déploiement, il a aussi parlé du contexte sénégalais en ce qui concerne l'énergie, la fourniture de l'électricité à travers la société nationale qui est la Sanlec, qui occupe aussi, la Sanlec qui gère le réseau électrique. Maintenant, sur le réseau, nous voyons qu'il y a des coupures, malgré qu'il n'y a pas actuellement des infrastructures de recharge, mais il y a aussi le réseau présente certaines faiblesses, si je peux le dire ainsi, à travers les coupures. Et monsieur
le professeur nous a dit qu'en moyenne 6h30 coupure en moyenne par une durée de 6h30 par utilisateur et également 9,12 fois les consommateurs subissent des coupures de 9,12 fois par année. Mais on a de l'espoir parce que il y a l'État vraiment met des moyens en œuvre pour pouvoir améliorer cela à travers un budget qui est dédié de 1666, je crois, professeur, c'est ça, non? Milliards qui sont dédiés pour pouvoir améliorer notre infrastructure de fourniture d'électricité. Et il est revenu aussi nous dire quelles sont les contraintes que nous avons en termes de si nous voulons déployer la mobilité électrique. Parce que notons que ces infrastructures aussi sont énergivores. Nous avons aussi une charge de véhicules électriques qui peut représenter tout un quartier, de la consommation de tout un quartier. Donc c'est important. Donc il faudrait vraiment renforcer le réseau avant de s'y lancer. Mais avec l'exemple du BRT qui est là et qui marche normalement, donc c'est un peu de plus d'efforts et d'organisation, nous pouvons aussi y parvenir. Il nous a présenté aussi les différents modes de recharge donc, que nous avons et qui est fonction du temps de recharge. Donc les différents modes, il y a les recharges lentes, moyennes et puis rapides. Voilà, à travers la puissance délivrée, la puissance AC 7 à 22 kW, la puissance DC qui est moyenne qui est 50 jusqu'à 120 et au-delà, et aussi la ultra rapide à travers les flottes, la puissance DC. Et également, nous sommes revenus sur les contextes nationaux. Par exemple, international, sur le plan international, nous avons vu l'exemple de la Chine, de la Corée du Sud et des États-Unis. Et à travers l'expérience de ces États-là, le professeur a tiré des leçons qu'on peut exploiter chez nous en termes pour le déploiement. Donc, en l'occurrence, la subvention à travers l'État et aussi l'amélioration de la lourdeur administrative et également aussi intégrer vraiment le secteur privé dans la mobilité durable. Donc, et pour le déploiement, beaucoup de choses ont été dites. Il a présenté les phases de déploiement que nous pouvons suivre, un plan d'action à suivre. Donc, et également, il a insisté sur le partenariat public-privé à travers un plan d'action bien dédié, définir un cadre réglementaire et aussi à court terme, également des normes techniques et aussi des plateformes de données nationaux. Également, avoir une interconnexion régionale. Ok, merci pour cette présentation. Vraiment, ça a été beaucoup d'informations. Vraiment, je vous remercie pour ce travail qui a été fait. Donc, moi, j'ai des réflexions que je voudrais soumettre à votre... c'est une question que je voulais soumettre à votre réflexion. Parce que tout a été vraiment dit avec des plans stratégiques. Et mon inquiétude aujourd'hui, c'est avec la découverte du gaz au Sénégal et avec ce qu'on entend, gaz to power et autres. Et est-ce que on est conscient que c'est une piste, voilà, à exploiter pour pouvoir développer aussi notre industrie en général et aussi être
suffisant sur le plan énergétique. Maintenant, si nous voyons au niveau, dans le secteur des transports, est-ce qu'il existe des moyens concrets pour pouvoir adapter et avoir un système hybride, voilà, véhicule à la fois qui consommerait du gaz parce que nous en avons et aussi également de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, l'électricité, comme vous l'avez déjà souligné, nos centrales aujourd'hui ne sont pas renouvelables, tout à fait renouvelables. Maintenant, s'il faut produire de l'électricité à travers du gaz ou du pétrole et charger les véhicules, moi, je pense que nous allons, non seulement ça ne sera pas rentable, et aussi on a vraiment juste déplacé le truc, la pollution. On n'a pas vraiment éradiqué la pollution, mais juste déplacé ça. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mécanismes pour que nous puissions utiliser les deux sources, exploiter les deux opportunités, gaz et électricité? Merci beaucoup pour la question. C'est une question très intéressante et c'est une préoccupation aussi qui est majeure en fait. Parce qu'effectivement, quand on est un pays qui se lance en fait comme producteur de pétrole et de gaz, la question de la transition énergétique et de la transition vers la mobilité électrique se pose naturellement. Maintenant, il faut regarder le problème sous plusieurs angles. D'abord, le pétrole et le gaz, en fait, c'est d'abord en fait une source de manne financière. Donc, c'est vraiment de l'argent qu'on peut investir. Et c'est dans le choix de l'investissement où la mobilité électrique peut bénéficier. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur qui demande beaucoup de moyens financiers pour déployer l'infrastructure, pour acheter les véhicules électriques. Donc, cette manne financière qui vient du pétrole et du gaz, elle peut servir à l'État pour aller vers, accélérer en fait la transition vers la mobilité électrique. Maintenant, pourquoi accélérer la transition vers la mobilité électrique quand on sait qu'on peut naturellement utiliser le pétrole et le gaz pour que le prix de l'essence ou du gasoil à la pompe coûte beaucoup moins cher et qu'on continue à utiliser nos véhicules thermiques? C'est juste en fait les contraintes environnementales. C'est-à-dire que d'abord, en fait, on est obligé de réduire les pollutions qui viennent du secteur du transport, qui sont à peu près à 34% actuellement. Le Sénégal a pris des engagements au niveau international pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ces niveaux de pollution. Et la mobilité électrique, c'est une des solutions pour le faire. On peut dire aussi qu'on peut utiliser des bus à gaz pour aller dans ce sens-là. Mais la mobilité électrique, en fait, elle offre l'avantage d'avoir 0% d'émissions dans le transport, le secteur du transport en soi. Donc ça, c'est un avantage qui est non négligeable. Et aussi, on peut directement utiliser les bus à gaz, je le disais tout à l'heure, mais pour moi, il faut développer les deux en parallèle pour éviter de se retrouver dans une situation de verrouillage technologique. Un exemple simple, c'est que en fonction des problématiques géopolitiques internationales, on a toujours des répercussions dans nos pays. Si on fait le choix, par exemple, de rester sur du tout véhicule électrique, alors qu'on ne maîtrise pas la technologie des bornes de recharge, qu'on ne maîtrise pas la technologie des batteries, etc., on dépend encore plus de l'extérieur. En parallèle, on doit développer les technologies et aussi développer le secteur du gaz en fait pour le transport. Comme ça, on aura deux alternatives en fait par rapport à nos modes de transport, ce qui nous permettra d'être relativement indépendants et de continuer à développer en fait les technologies de manière endogène au niveau national. Maintenant, côté secteur électricité, le Sénégal a des engagements pour augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables dans son mix, qui doit aller à 40% d'ici 2030. Donc, ça veut dire que le mix énergétique va augmenter. C'est pas parce qu'on a du pétrole et du gaz qu'on va arrêter d'injecter du renouvelable sur le réseau. On va continuer à injecter du renouvelable sur le réseau. La production, le projet Gas to Power de conversion des centrales a fait déjà des jalons, on va utiliser aussi le gaz pour produire de l'électricité. Donc, en gros, c'est pour moi une opportunité pour le Sénégal de continuer la transition vers la mobilité électrique tout en développant une autre technologie. Et aussi, ça va permettre aussi d'avoir une manne financière qui va servir à l'investissement pour le secteur du transport qui va de toute façon devoir être épuré avec les véhicules électriques et les véhicules à gaz également. D'accord, merci beaucoup, professeur, pour cette réponse qui est satisfaisante.
Alors, je m'en vais donner la parole au public pour qu'ils puissent poser des questions ou bien apporter leur contribution pour enrichir ce séminaire. Et nous donnons la parole à Ibrahim Hassen, c'est ça? Bonjour à Ibrahim tous. Hassen. Bonjour. Bonjour, professeur K. Merci pour la présentation de qualité que vous aviez faite. On signalait qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été distribuées parce que le sujet en valait la peine. Énormément de choses à dire et énormément de choses à faire. Donc, bravo pour cette présentation aussi synthétique. Je pense que la première fois que j'en vois une de cette qualité-là. Au niveau national, je vais ainsi dire. Je vais d'abord commencer par une petite contribution par rapport à la question de Abissi concernant, disons, les deux alternatives, aussi bien sur la mobilité électrique que la mobilité à gaz. En général, voilà, il y a souvent cette tendance-là à mettre les deux alternatives comme plutôt concurrents ou où l'on doit faire un choix sur l'un ou l'autre. Ce n'est pas forcément le cas. Le gaz et l'électrique peuvent à la fois être développés pour le Sénégal parallèlement. D'accord? Et avoir du gaz n'est pas un frein pour l'électrique. Donc, aujourd'hui, on est sur des stratégies gaz to power où on va prochainement, à partir de 2026, même 27, commencer à produire de l'électricité avec du gaz. Donc, produire de l'électricité avec du gaz, ça va énormément baisser le coût de l'électricité. Professeur K en parlait tout à l'heure où aujourd'hui, on a un coût de l'électricité à 100 et quelques francs CFA pour la recharge. Demain, avec le gaz, l'électricité va baisser, disons, à un prix peut-être de 40 ou 50 francs. Donc, ça baissera pour tout le monde. On pourra recharger et rouler au gaz directement, mais aussi on pourra rouler avec de l'électricité produite avec du gaz qui va coûter beaucoup moins cher que le gaz que l'on mettra sur les véhicules. Ensuite, il y a la technologie. Aujourd'hui, nous ne produisons pas les moteurs. Les véhicules à gaz, nous ne les produisons pas. D'accord? Donc, en termes de technologie, la voiture électrique est énormément plus efficace que le moteur à gaz. Donc, pour un seul kilogramme de gaz avec lequel on va produire de l'électricité et ensuite recharger un véhicule pour rouler, on aura beaucoup plus de kilomètres roulés par ce véhicule-là qu'avec ce même kilogramme de gaz qu'on va injecter dans le réservoir d'un véhicule qui va être transformé en énergie motrice par le moteur à explosion, ainsi de suite, où le rendement sera beaucoup plus faible. Donc, même si on va avoir du gaz, ce ne sera pas un frein pour la mobilité électrique. Au contraire, d'ailleurs, ce sera une bonne nouvelle puisqu'on pourra avoir de l'électricité beaucoup moins chère. Et sur le long terme, pour le Sénégal, voilà, je suis convaincu qu'il est plus stratégique d'investir sur la mobilité électrique puisqu'il sera plus facile de faire ce transfert de compétences-là. Ça fait... Le moteur thermique, ça fait plus de 100 ans que ça a été développé depuis Mercedes en 1800 quelques. Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore su fabriquer de moteur thermique. Un moteur électrique, je pense que si nous mettons en place une stratégie qui est claire, nous pouvons en produire des moteurs et véhicules électriques complètement made in Sénégal. La Chine l'a fait en 15 ans. En 2010, ils ont lancé leur stratégie électrique en 2005. Donc aujourd'hui, ils sont les leaders mondiaux de ça. Donc voilà, l'un ne va pas forcément contre l'autre. Donc voilà, c'était juste une petite contribution par rapport à cette question-là. Je voudrais revenir en continuant de féliciter M. K pour cette présentation. J'avais juste une question concernant cette stratégie. Aujourd'hui, qui en est le porteur? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une institution qui va animer et mettre en place cette stratégie? D'accord? Parce que c'est très important. Aujourd'hui, vous connaissez un peu toutes les limites et les freins que l'on a dans ce secteur-là. Vous l'avez d'abord signalé, à savoir le cadre réglementaire qui n'est pas aujourd'hui fait, qui n'est pas écrit. J'espère d'ailleurs que vous serez partie tenante de ça, puisque vous maîtrisez très bien le sujet et vous en connaissez énormément. Donc voilà, qui va mettre en place ou animer cette stratégie-là qui permettra de développer l'infrastructure de recharge au niveau national. Merci. Merci beaucoup, M. Sen. C'est déjà par rapport à la contribution, c'est vraiment
très intéressant et je partage à 100% votre point de vue, en fait, sur tous les arguments que vous avez évoqués. Maintenant, pour revenir à la question, je vais revenir juste au début de ma présentation parce que j'ai souligné dès le début que, oui, là, sur le disclaimer, parce que, bon, de base, je suis un enseignant-chercheur, donc cette stratégie-là, c'est vraiment dans le cadre des travaux de recherche qu'on l'a présentée. Et je l'ai souligné aussi, la stratégie, elle doit être portée d'abord du point de vue politique. Il y a un autre aspect de mes travaux qui s'intéresse en fait au leadership politique par rapport à la transition électrique. Et au Sénégal, c'est pas encore clair en fait. Donc il faut un leadership politique fort en fait pour porter à la fois la transition, mais aussi porter aussi le déploiement de l'infrastructure de recharge. Donc j'espère que en fait notre rôle de chercheur, c'est de faire du plaidoyer, de la communication pour que en fait, les personnes qui doivent porter, doivent prendre le lead, en fait, du point de vue politique, puissent s'en approprier et mettre en place le cadre. Donc, il y a ça. Le deuxième élément, je sais qu'il y a des initiatives qui sont en cours. Il y a beaucoup qui est fait par le CETUD, par la Sénélec. Et niveau ministériel, on espère que on va avoir les leaders politiques qui vont prendre en charge cette question-là et qui vont porter, en fait, cet aspect, en fait, de la stratégie. Mais on espère juste que, en publiant des travaux de recherche, en montrant des exemples, ça va permettre d'impulser une dynamique derrière au niveau politique. Mais je ne saurais pas répondre exactement là à qui est-ce qui le porte actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont éparpillées, qui gagneraient en fait à être organisées. Et ça, c'est du ressort du politique qui malheureusement n'a pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient encore plus conscience de ce qui est en train de se passer du point de vue de la transition vers la mobilité électrique. Merci. Oui, monsieur Mamadou, vous avez la parole. Bonjour à tous et Oui. merci à Ibrahima, professeur, pour la présentation. Vous m'entendez? Oui, ça va. Oui, oui. Ok, super. Donc, je disais merci pour la présentation. Donc, elle est bien détaillée. Elle prend en compte plusieurs aspects du déploiement. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Mamadou Ndiaye. Je suis responsable d'opération déploiement IRVE en France. Depuis 5 ans, je m'active dans le déploiement des stations IRVE. Donc, j'ai eu à déployer plus de 1000 bornes comme ACDC. Donc, je comprends bien les problématiques liées à ce sujet-là. J'ai eu à travailler de manière directe comme indirecte sur des sujets de déploiement au Sénégal où j'ai eu à faire déployer des stations et travailler sur quelques sujets de recherche. Donc, Ibrahim, on s'est rencontrés à l'occasion de l'atelier de lancement d'un sujet de cadre réglementaire au Radisson. Et c'était un plaisir quand même de l'avoir vu et c'est un plaisir aussi de voir qu'il y a des sachants sur le sujet au Sénégal qui s'activent. Donc moi je souhaiterais faire une contribution et peut-être répondre à une question. Alors la contribution c'est je salue le travail de recherche qui a été mis en place. C'est vrai qu'aujourd'hui sur la partie IRVE au Sénégal, le point clé qui a été ciblé dans la présentation, c'est l'accès à l'infrastructure. Ceci passe notamment par l'accès au réseau, la demande de l'énergie. Et ça, c'est un sujet que Sénélec actuellement est en train de, je vais dire, développer, mais en mode embryonnaire. Donc, ils vont bientôt se positionner sur la maîtrise de cette technologie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de déploiement IRVE sans que l'infrastructure derrière ne puisse pas être pris en compte. C'est-à-dire, il faudrait que la demande de l'énergie puisse être satisfaite au mieux pour qu'on puisse parler de déploiement. Donc, moi, j'avais même proposé à la Sénélec d'anticiper sur ce programme en faisant peut-être une mise à jour des postes électriques à chaque niveau, chaque commune, parce que bon, quand on parle de déploiement IRVE, quand on parle de bornes d'essai, de bornes rapides, on parle aussi d'harmonique, donc ce sont des perturbations qui sont rejetées dans le réseau. Voilà, donc il y a pas mal d'aspects techniques qui sont pris en compte. Donc ça, c'est pour la partie déploiement IRVE. Pour la partie aussi
marché mobilité électrique. Donc, bon, vous l'avez cité, il y a pas mal d'acteurs qui s'activent dans ce domaine-là et où il y a des acteurs en mode B2B, donc qui injectent, on va dire, des véhicules électriques pour dans un aspect purement commercial. Donc, et ça aussi, ce sont des points qui impulsent et on voit que c'est faisable et que voilà, l'écosystème est à développer. Pour répondre à la question, je dirais qui devrait porter ce sujet on va dire, de cadre réglementaire. Pour moi, c'est l'État. Et quand je parle de l'État, je parle plutôt des acteurs clés de l'État comme le CETUD. Aujourd'hui, le CETUD est le bras technique au niveau du ministère du Transport et c'est le bras technique, on va dire, de l'État sur les sujets de transport. Donc aujourd'hui, c'est le CETUD qui va porter ce sujet de mise en place d'un cadre réglementaire, c'est-à-dire créer l'écosystème qui va mettre en place toute la partie prise en compte des véhicules. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de véhicules électriques, il y a toute la partie administrative, homologation, qu'est-ce qu'un véhicule, quel type de véhicule va rentrer, voilà, quels sont les standards, les normes et tout. Il y a aussi la partie réseau qui va être pris en compte avec un sujet notamment qui sera développé en parallèle avec la Senelec. Et je tiens même à souligner qu'aujourd'hui, Senelec étant distributeur du réseau, il ne pourrait pas imposer une tarification parce qu'aujourd'hui, comment dire, Senelec vend l'électricité, mais la recharge n'est pas considérée comme une vente d'électricité. C'est plus un usage purement commercial. Donc, bon, ça, c'est pour pas étaler dessus, ça c'est un autre sujet. Pour revenir aux études, donc il y a aussi l'aspect maintenance à prendre en compte parce que bon, quand on parle de véhicules aussi et d'infrastructures de recherche, il faut parler aussi de maintenance. Et il faut maîtriser la technologie. Et il y a la partie aussi recherche et développement qui sera associée aux universitaires. Donc là, je suis bien content de voir que l'EPT a fait beaucoup de travaux dessus et ils seront bien captés dans ce sujet-là. Alors moi, pourquoi je me permets de parler sur ce sujet avec peut-être un peu d'aisance et un peu de connaissance, c'est que déjà, je suis dans le déploiement pur et dur, donc depuis 5 ans en Europe. Et là, au Sénégal, avec le CETUD, nous allons porter ce sujet-là. Donc, je serai en charge de coordonner toutes ces activités de A à Z avec le CETUD sur ce sujet-là. Et quoi de plus, on va dire, heureux de voir que il y a des initiatives et il y a des sachants sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est de créer ce cadre réglementaire qui va pouvoir, on va dire, fédérer tout le monde, en fait, que ce soit les acteurs privés comme publics. Parce qu'aujourd'hui, bon, on se dit la vérité, au Sénégal, la mobilité électrique, chacun y va de son plein gré, donc ce n'est pas réglementé, ce n'est pas encadré. Voilà, donc il y a des stations, on va dire, un peu dispersées à Dakar, donc il faudrait qu'on puisse encadrer tout ça, donc toutes les recherches qui ont été faites en parallèle sur ce sujet. Essayer de, on va dire, fédérer les acteurs, mettre en place une feuille de route, éditer ce cadre réglementaire afin de fusionner, on va dire, toutes les initiatives et de développer cet écosystème-là qui va bénéficier à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous savez peut-être mieux que moi que bon, quand on parle de mobilité électrique, il y a beaucoup de ramifications. Donc, on parle des 2 roues, des 3 roues, des 4 roues, des poids lourds. Donc, l'impact est énorme et des pays comme nous, on gagnerait beaucoup à miser sur la mobilité électrique, que ça soit pour la partie finance, pour la partie économique, pour la partie environnement avec la pollution. Donc voilà. Donc c'était en gros une contribution et pour répondre aussi à cette question qui se pose souvent parce que je comprends bien la question parce que j'ai eu moi-même à me le poser dans le passé. Qui va porter ce sujet-là, mais voilà, donc c'est l'État avec des politiques et avec aussi une stratégie et ce qui est déjà même en cours parce que ça a été lancé il y a 1 mois. Donc là, comment dire, nous ferons en sorte de pouvoir
convoquer et travailler avec toutes parties prenantes et en fait afin de fédérer et de mettre en place un cadre alimentaire juste, équitable et qui va pouvoir permettre de développer cet écosystème. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Et comme on dit, il faut que je passe aux études pour qui parce que l'expertise que vous avez là sur les IFVE et surtout aussi sur l'aspect maintenant gestion avec le CETUD, c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que j'ai eu à travailler avec le CETUD et bon, souvent à le dire aussi qu'il fallait vraiment prendre le leadership en fait sur ces aspects-là parce que c'est un vide qui est au Sénégal et c'est heureux de voir que vous le prenez et que vous menez maintenant la danse par rapport à tout ce qui est réglementation, organisation, et aussi derrière que vous avez la capacité de faire, on va dire, une vulgarisation pour aller dans le sens déjà d'impliquer les politiques, mais aussi de rassembler tout l'écosystème, comme vous l'avez souligné. Je pense que c'est quelque chose qui est obligatoire, en fait, si on va avancer de manière efficace, en fait, dans cette transition-là. Donc, en tout cas, c'est un plaisir. Et ce sera un plaisir aussi à l'occasion d'échanger sur ces sujets-là et d'en apprendre un peu plus de votre côté par rapport à ces aspects. Merci pour cette contribution qui est très intéressante. Merci beaucoup pour la contribution. Et il y a également M. Serine Bay qui a aussi apporté une contribution. Il dit l'aspect formation. Pour réussir ces défis, le Sénégal doit être aux pointes dans le domaine de la formation. Pour le moment, on en est très loin. Donc, bon, professeur, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être faites pour pouvoir maîtriser la technologie? Oui, son point de vue est intéressant. Hein. C'est vrai que, comme on disait, la technologie, il faut qu'on se prépare à la maîtriser si on veut un temps soit peu être maître de notre destin dans cette transition-là. Et comme Momodou l'a souligné, je pense que sur le projet qu'il est en train de coordonner au niveau du CETUD, les universitaires sont associés, mais aussi la formation technique est associée, donc les ISEP et autres. Donc, l'idée, c'est que ce projet-là puisse servir à développer en fait cet aspect formation et que les institutions de formation comme l'EPT aussi se saisissent du sujet pour introduire ces aspects-là. Je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées au niveau de l'EPT sur l'aspect formation pour développer cette connaissance-là et construire au fur et à mesure la maîtrise technologique. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui que pour le moment, on n'y est pas encore, on y est loin, mais je pense qu'on avance petit à petit et que bon, qu'il faudrait peut-être accélérer le rythme pour arriver à atteindre les objectifs en termes de formation. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et pour information, à l'EPT, nous sommes en train aussi, je suis étudiant en Master 2 en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Et le professeur K nous pousse également dans ce domaine-là. Également, bon, nous avons également la passion pour ça et actuellement nous travaillons vraiment sur des sujets liés à la mobilité électrique. Okay, merci beaucoup pour cette contribution. Il y a également, bon, le temps nous talonne, mais on va prendre un dernier intervenant, Monsieur Ibrahima Sen. Il avait levé les mains, je ne sais pas si il a toujours sa question ou c'est une contribution. Oui, j'ai posé la question dans la discussion. C'était plus pour M. Ndiaye. Merci pour la contribution et enchanté de vous rencontrer à travers ce séminaire. Donc, c'était juste plus pour qui est-ce qui va porter un peu les cadres réglementaires. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a ce qui se fait et ce qui est un peu dans les tuyaux. Je suis très content de savoir qu'il y a aujourd'hui un capitaine dans la pirogue un peu pour mener tous ces sujets-là. Ça fait pas mal de temps que nous poussons pour ça. Donc, voilà, à la CETUD, est-ce que vous allez seulement porter le cadre réglementaire qui va travailler sur les véhicules électriques, à savoir l'immatriculation, ainsi de suite, tout ce qui va avec, ou aussi le cadre réglementaire sur les IRVE? Parce que je pense qu'il y en a deux
Il y a côté ministère de l'Énergie qui ont lancé dernièrement un peu le chantier pour pouvoir sélectionner ceux qui vont rédiger le cadre réglementaire des IRVE. Est-ce que ceci aussi va être porté par vous, la CETUD, de votre côté? Ensuite, côté EPT, je vous encourage et je vous félicite vraiment pour vous être lancé dans ce domaine-là. Côté Mbaye Mobility, nous travaillons énormément, ou en tout cas cherchons à travailler énormément avec les écoles et les universités telles que les vôtres. D'accord, comme nous le faisons déjà avec les institutions, la CETUD, la Sénélec un peu déjà. Nous avons des bornes que nous exploitons aussi qui donne quelques opportunités, aussi bien en termes de stage à l'avenir, nous le souhaitons aussi, qui ouvrira des nouvelles postes d'engagement, de recherche, voilà, pour tout. Donc voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. Monsieur K, si nous pouvons contribuer par rapport à votre étude, donc aujourd'hui on a 2 bornes qui, en tout cas, distribuent mensuellement à peu près 20 000 kWh sur nos bornes de recharge, et on va en installer davantage dans les mois qui viennent. Donc voilà, si on peut contribuer à ce genre d'études-là, n'hésitez pas. Notamment par exemple sur l'étude de l'impact des bornes sur le réseau et ainsi de suite, des choses que nous poussons à faire avec la Sénélec, mais je pense qu'avec la latence des entreprises et des institutions, ce sont des choses qui ne sont toujours pas encore. Mais nous sommes ouverts à ce partage de données-là qui vont permettre à tout l'écosystème de se développer et de progresser. Aussi pareil pour M. Ndiaye, si vous avez besoin, je vous invite d'ailleurs à l'occasion de venir à nos bureaux pour voir ce que l'on fait de notre côté et comment on peut fédérer tout cet écosystème-là pour aller tous de l'avant. Merci. Merci beaucoup, M. Ibrahima Sen, pour ces initiatives. Je ne sais pas si M. Mbaye pourra contribuer. Sa question, c'était de savoir si la CETUD allait porter le cadre réglementaire. Vous m'écoutez, vous me recevez? Oui, on vous entend, on vous entend. Je pense que la question était adressée à M. Ndiaye Momodou pour la partie CETUD, s'il nous entend. Oui, je vous entends. Vous me recevez? Oui, ça va, ça va. Ok, non, je dis, alors pour rapidement répondre, le sujet va être porté par le CETUD, notamment quand je parle de cadre réglementaire, en fait, c'est tous les aspects qui sont pris en compte dans l'écosystème de mobilité électrique. Donc on parle bien sûr d'homologation de la partie réglementation des véhicules, mais aussi de la partie réglementation des IRVE. Parce qu'aujourd'hui, l'IRVE en fait est le cœur de la mobilité électrique, parce que sans infrastructure, il n'y a pas de viabilité et les véhicules ne pourront pas se recharger ni fonctionner. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis un ingénieur génie électrique de formation, donc j'ai autant intérêt à faire impulser le développement de ces infrastructures, parce que l'infrastructure aujourd'hui c'est le cœur du développement. Donc oui, pour répondre à la question, toutes les phases seront prises en compte, et notamment aussi les phases de formation, parce que je vais parler dans ma contribution la partie recherche et développement, donc qui sera fait avec les universitaires. Donc aujourd'hui, pour développer des modules et des formations au niveau des universités, au niveau des instituts, et afin de prévoir l'aspect formation des techniciens, création de modules pour aussi former les étudiants. Donc aujourd'hui, ce cadre a pour vocation de vraiment figer l'écosystème et qu'on puisse être tous alignés sur la base du développement de la mobilité électrique au Sénégal. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et vraiment, Monsieur Mohamed, ok, allez-y vite, allez-y pour Monsieur Mohamed Diane. Vous avez levé les mains ou bien c'est une erreur? Non, bonjour. Bonjour, Monsieur Mohamed. Comment vous allez? Oui, bien, et vous? Pourquoi y aller vite? Il reste peu de temps, c'est ça?
Pardon? Oui, il essaie de vous mettre la pression, en fait. Allez-y. On a le temps qui est contre nous. Ah, d'accord. Non, donc, c'est pas grave. On peut essayer de poser, d'être concis. Merci à l'intervenant pour la présentation. Bon, moi, je parle déjà sur deux handicaps. D'abord, je suis pas du tout un spécialiste dans ça. Et en plus, je suis arrivé un peu en retard. Donc, mes questions peuvent ne pas être pertinentes, mais ce sont des préoccupations que j'ai quand même. La première, c'est que dans la discussion, pour moi, bon, c'est l'impression que j'ai. Hein. Moi, on regarde beaucoup ce qui se fait en Europe, alors que je me demande si pour le Sénégal, les références les plus pertinentes ne seraient pas plutôt des références africaines. Par exemple, quand on regarde, bon, je peux me tromper, mais il y a sur ce sujet-là d'autres pays africains que j'entends, le Maroc, l'Afrique du Sud, et si je ne me trompe pas, le Kenya. Et ce qui est intéressant pour ces pays, selon moi, c'est qu'ils ont tous des trajectoires différentes les uns des autres. C'est-à-dire que leur trajectoire n'est pas seulement différente de celle des pays européens, mais leur trajectoire entre eux sont différentes. Le Maroc, bon, là-bas, j'entends plus j'ai comme l'impression qu'ils ont plutôt une logique industrielle, parce que j'entends là-bas parler d'énergie, de batterie, de véhicules. Et l'Afrique du Sud, c'est beaucoup plus. Nous tous, nous connaissons toutes les contraintes énergétiques que présente leur système énergétique. Et donc là-bas, les enjeux sont plus orientés vers cet aspect-là. Et du coup, je me demande, est-ce que le Sénégal a vraiment intérêt à copier un modèle standard de borne de recherche ou est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord regarder ce qui marche dans des contextes plus proches du nôtre? Et c'est ça qui m'amène à une deuxième question que je trouve aussi important. Pourquoi dans d'autres pays, ils ont commencé par électrifier d'abord des flottes, c'est-à-dire les bus, les taxis, les motos, etc., plutôt que de viser directement les particuliers? Bon, j'ai pas la réponse, mais intuitivement, moi, je trouve que ça a du sens parce que ça permet de concentrer la demande en électricité. Et surtout, ça permet d'organiser la recharge. Et quand on pense aussi investissement, pour moi, ça peut aussi être rendre les investissements plus rentables au début. Alors que si chacun recharge chez soi de manière un peu désorganisée, surtout dans un système électrique qui est, comme nous le savons tous au Sénégal, est-ce que ça ne risque pas de créer plus de problèmes que de solutions? Donc, et du coup, pour le Sénégal, la vraie question serait peut-être, est-ce qu'on veut démocratiser rapidement la voiture électrique individuelle ou est-ce qu'on veut d'abord structurer, organiser, mettre en place comment dirais-je, un écosystème autour de la mobilité collective. Et donc, voilà les préoccupations que j'avais. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed, pour ces préoccupations. Et je m'en vais donner la parole à Monsieur le professeur pour des réponses, des éléments de réponse. Oui, merci beaucoup, Mohamed, pour la question et les contributions. C'est très, très intéressant, en fait. Sur la première question par rapport, en fait, aux trajectoires d'autres pays africains, effectivement, en fait, c'est un aspect, moi, personnellement, qui m'intéresse, hein, parce que dans le cadre de la transition sur la mobilité électrique, j'ai beaucoup travaillé à peu près sur une année en fait avec d'autres pays africains comme le Rwanda, comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, sur en fait leur trajectoire de transition. C'était dans le cadre d'un programme porté par la Banque mondiale qui pousse en fait la transition dans ces pays-là. Et quand on analyse ces différents pays, en fait, on a quand même des similarités par rapport aux contraintes auxquelles on fait face en fait par rapport à la transition électrique de manière simple. La première problématique, c'est l'investissement qui est nécessaire. La deuxième problématique, ça va être le réseau. Est-ce qu'il est prêt à soutenir la transition électrique, etc.
Et on voit qu'on est à peu près au même niveau avec des différences, certains étant plus avancés sur certains aspects. Donc ça, c'est l'objet d'un autre travail de recherche que je vais mener, en fait, qui va être bientôt publié. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que quand on fait le benchmarking, c'est pas juste copier les pays européens. Par exemple, dans la présentation, je n'ai pas parlé de pays européens, j'ai parlé de Chine, parce que c'est vraiment le leader mondial, en fait, sur la mobilité électrique, en fait, sur beaucoup d'aspects. La Corée du Sud aussi, qui est un leader, et les États-Unis. Et l'idée, c'est de voir, en fait, quelles sont les grandes lignes, en fait, par rapport à leur trajectoire. Je suis tout à fait d'accord, on aurait pu inclure le Maroc, on aurait pu inclure la France pour apprendre. Mais, quel que soit Alpha, après, on doit forcément contextualiser pour prendre en compte les réalités au niveau local. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en fait sur la technologie. Par exemple, on est en train de travailler avec ABC sur la maîtrise de la technologie d'une borne, mais l'idée, c'est de développer un prototype qui prend en compte les réalités en fait au niveau local sur des sites contraints, par exemple. Donc, il y a toujours ces aspects-là. On a besoin de regarder partout, mais in fine, il faut qu'on revienne au Sénégal, qu'on voit quelle est la réalité du Sénégal et comment s'adapter. Sur la deuxième question, je pense que vous avez très bien répondu. Ça n'a pas de sens, en fait, de partir sur une électrification des véhicules individuels. Like, en termes de mobilité urbaine, et je pense que M. Ndiaye du CETUD est mieux placé que moi pour en parler. L'organisation de la mobilité urbaine demande d'abord à se focaliser, en fait, sur le transport de masse. Donc, sur les bus, et le BRT, c'est un exemple concret, en fait, où on va essayer, en fait, d'agréger la demande pour investir sur le transport de masse avec du volume et après essayer de voir en fait quelles sont les retombées. Souvent, c'est toujours le meilleur point d'entrée pour l'électrification et dans la majorité des pays, c'est là où on est parti avant de penser à inciter les gens à acheter des véhicules industriels parce que de toute façon, financièrement, ça fait pas sens. Le CAPEX, en fait, quand vous regardez le TCO, l'analyse du coût d'entrée, c'est-à-dire que quand vous voulez acheter votre véhicule individuel, ça coûte extrêmement cher en fait pour l'acquérir, même si après sur le temps, avec les gains que vous faites sur l'essence et autres, vous allez récupérer votre argent, mais acheter ça au début, ça n'a pas de sens. Donc du coup, il vaut mieux mettre l'argent sur les moyens de transport de masse, les bus, pour d'abord introduire l'électrification. Et après, sur le long terme, ça a gain à donner l'exemple. On montre que l'électrification marche et à la fin, les gens sont convaincus que c'est une solution qui peut marcher au Sénégal. Après, libre à eux d'investir sur des véhicules individuels. Mais niveau étatique, en termes de politique, ça ne fait pas sens de partir sur une électrification des véhicules particuliers. Merci. Et merci beaucoup, monsieur le professeur K, pour ces éléments de réponse. Ok, pour aussi contribuer. En fait, nous n'allons pas copier, comme le professeur l'a dit, ça dépend des contextes. Aujourd'hui, nous avons des centrales solaires aujourd'hui que nous sommes en train de déployer sur le plan national. Donc, ces centrales-là, le problème aussi aujourd'hui dans le secteur des énergies, c'est le stockage. Donc, avec les véhicules électriques, en journée, on pourra exploiter les centrales solaires pour pouvoir charger les véhicules pour pouvoir utiliser ça ultérieurement au lieu d'avoir encore des parcs de batteries sur le plan national. Donc, je pense qu'avec des experts que nous avons en ligne, ils vont savoir étudier le contexte, maintenant appliquer vraiment adapter les mobilités électriques au contexte sénégalais. Donc, je pense qu'on va réussir vraiment ça sera bénéfique pour le pays si l'expertise locale est exploitée. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas dire, bon, c'est les politiques. On sait que dans le secteur des énergies aussi, il y a des politiques. S'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, mais à cause de leur position, ils sont mis devant pour pouvoir développer certains trucs, ça ne marcherait pas. Mais si on met les gens adaptés, qui maîtrisent la technologie, on pourra réussir cette transition. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons progressivement à la fin de ce séminaire. Et je ne sais pas si le docteur
Amadou Cissé Sall nous entend, nous écoute, il nous suit. J'aimerais lui donner la parole pour son intervention. C'est le responsable scientifique. Docteur, est-ce qu'il nous suit? Je pense que le docteur Amadou n'est pas disponible. Merci beaucoup pour avoir participé à ce séminaire. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec beaucoup d'informations que nous avons eues et nous sommes convaincus que nous avons eu des éléments de réponse pour pouvoir déployer vraiment efficacement les véhicules électriques au Sénégal. Professeur Ibrahim K, bon, je vous remercie vraiment pour avoir répondu à notre invitation. Abissi? Oui. Oui, excusez-moi, c'est vrai que je vous disais que j'étais un peu en déplacement. Juste un petit mot de 30 secondes. Je n'étais pas trop disponible, mais juste pour remercier le professeur K pour sa belle présentation. J'ai suivi ça. Bon, même si c'était pas évident. Donc, Amadou Cissé Sall, donc je suis directeur scientifique en charge de l'axe de recherche politique, technologique et souveraineté dans le cadre dans lequel s'inscrit justement ce séminaire. Donc, vraiment remercier le professeur K pour la très belle présentation, pour les questions auxquelles il a répondu et donc d'avoir accepté d'animer ce séminaire-là. Donc voilà, merci beaucoup et puis nous espérons pouvoir compter sur vous pour d'autres thématiques tout aussi importantes. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse compte. Merci beaucoup, docteur. Alors, je remercie le professeur d'avoir réservé ce créneau pour pouvoir nous entretenir sur ce sujet. Et je ne sais pas s'il a un mot de fin pour nous. Oui, merci. Bon, c'est juste pour vous remercier en fait pour l'invitation encore une fois. Remercier les participants qui ont pu nous enrichir avec les échanges et les questions et répondre à Ibrahim Assène. Je pense que je prendrai contact avec vous dès le début de la semaine pour voir quand est-ce que je pourrai passer pour échanger plus en détail. Ce sera un plaisir en tout cas de construire en fait un partenariat autour des thématiques qui nous intéressent. Et remercier aussi Mamadou Ndiaye pour la contribution, également être prêt à échanger avec lui pour avancer sur ces thématiques-là. Donc, encore une fois, merci à tous. Et bon, je pense, n'hésitez pas à me contacter en fait s'il y a des questions, s'il y a des échanges. Et je pourrais aussi partager des éléments de résultats par rapport aux recherches que nous sommes en train de mener si nécessaire. Donc, merci encore Abissi pour l'organisation. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et je remercie également le LASPAT, le laboratoire d'analyse des sociétés, pour cette initiative, vraiment d'organiser des séminaires pour pouvoir échanger sur des questions clés vis-à-vis dans notre contexte africain pour pouvoir trouver des solutions. Et je remercie l'ensemble de tous les participants, tous ceux qui ont pris part à ce séminaire et la qualité des échanges. Vos contributions vraiment m'ont vraiment enrichi et je pense que nous avons eu vraiment des solutions. Nous avons eu à échanger sur des solutions et j'ai retenu beaucoup de points clés concernant ce sujet clé. Et également, le LASPAT le laboratoire va vous communiquer bientôt sur les sujets qui seront développés au mois prochain. Merci pour votre participation et excellente journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.